Nous accueillons aujourd'hui Alain Tranceau pour une conférence thématique sur les sciences de la Terre. Alain, vous êtes enseignant-chercheur et directeur du département des sciences de la Terre de la Faculté des sciences et technologies. Et vous allez maintenant nous présenter la diversité des formations en sciences de la Terre et environnement, mais également les métiers qui y sont associés. Nous sommes donc partis pour une présentation de 30 minutes, à l'issue de laquelle nous répondrons à toutes vos questions. Avant de vous laisser la parole, Alain, je vais quitter le plateau pour que vous puissiez retirer votre masque pour cette conférence. À tout à l'heure. En effet, ça sera plus confortable. Bon, il est accroché quand même, c'est pas grave. Voilà, bonjour à tous. Et puis donc, effectivement, aujourd'hui, je vais vous montrer, essayer de vous montrer la diversité des métiers qui peuvent exister dans le domaine des sciences de la Terre, et en particulier à ce qu'on prépare à l'Université de Lille. Alors les grands thèmes de la science, des sciences de la Terre, je les ai indiqués ici. Bien sûr, il y a la géologie, les eaux de surface et souterraines, qui ne vous viennent peut-être pas à l'esprit tout de suite. Les ressources naturelles, bien entendu. La paléontologie, c'est des fois ce qui est dans vos têtes depuis que vous êtes petits, mais également l'environnement, le sol, le sous-sol, les risques naturels, et puis bien sûr plein d'autres disciplines, les volcans, la géologie marine, la tectonique, la géotechnique, plein de choses diverses et variées. Alors, quels sont les prérequis pour faire un job dans les sciences de la Terre ? Pas forcément, vous voyez à gauche j'ai mis un petit Playmobil avec la caricature, en fait, si on peut dire, d'un géologue, un homme barbu avec un casque, un marteau à la main, des grosses bottes. C'est pas forcément le prérequis de l'image d'Épinal qu'il faut avoir en tête. La géochimie, c'est aussi les sciences de la Terre, ce sont aussi un grand nombre de métiers féminins. C'est aussi la géochimie, la géophysique, il y a la physique, il y a la chimie, il y a plein d'autres choses très différente peut-être de cette image du géologue barbu à chemise à carreaux, même si ça existe quand même. Alors travailler en sciences de la Terre, c'est beaucoup de métiers, je vais essayer de vous en montrer quelques-uns, mais quand même, il y a une base minimale qui me semble être utile à avoir. De la curiosité, c'est vrai dans toutes les sciences, c'est peut-être encore plus vrai dans les sciences dites naturelles, la biologie, les sciences de la Terre. Donc il faut être curieux. Il faut aimer travailler sur le terrain. Les sciences de la Terre, ça s'apprend sur le terrain, c'est-à-dire dehors, par tous les temps. Alors il fait des fois très beau, comme sur l'image qui est là, c'est juste avant la pluie, mais parfois il fait un peu moins beau. Il faut bien sûr avoir un attrait certain pour la science. Être sensibilisé à l'environnement, c'est-à-dire être le géologue, c'est pas seulement celui qui va salir la Terre en exploitant du gaz de schiste, c'est aussi celui qui va réparer la Terre une fois que les sols seront pollués. Il faut avoir, si possible, un bac scientifique. Je vous ai parlé tout à l'heure de géochimie, de géophysique. Il y a les mots chimie, physique, donc il faut avoir un bac scientifique, c'est plus facile, et être prêt à voyager. Bien sûr, ça peut donner envie, mais voilà, il faut être prêt. Je reviendrai là-dessus. La géologie et les sciences de la Terre, ce sont des métiers volontiers à l'international. Alors, quelles sont les formations, et quelles sont les formations en particulier à l'université et celle de Lille. Alors vous êtes ici, l'essentiel des personnes qui se renseignent sur leur avenir aujourd'hui sont au niveau du bac, donc vous êtes en bas de cette espèce de tableau, et vous voyez qu'il y a plusieurs types de diplômes que l'on peut obtenir dans les sciences de la Terre. C'est vrai également dans les autres champs des sciences ou de la littérature. Des niveaux à bac plus 2, des niveaux à bac plus 3, des niveaux à bac plus 5, des niveaux à bac plus 8. Et à Lille, on offre des possibilités à ces différents niveaux. Alors, la voie la plus classique et la plus normale pour entrer en sciences de la Terre, c'est bien entendu de viser une licence de sciences de la Terre. Alors, si vous n'avez pas vu la conférence sur le portail SVT, je vous suggère de la regarder à nouveau. Elle repassera demain 2 fois. Donc, vous pourrez voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc, ce portail SVT vous permet de préparer donc d'aller vers éventuellement cette licence de sciences de la Terre. Et puis, il y a des choses à bac plus 2, ce qu'on appelle les DUST, mais vous voyez que ça commence pas tout à fait en bas de la barre, ça commence au 2e semestre, je reviendrai un petit peu après là-dessus. On a à Lille une licence professionnelle qui s'appelle Géosol, qui vous permet éventuellement de vous arrêter à bac plus 3. Et puis après, il y a des masters. Donc des masters, c'est 2 années supplémentaires. 2 grands types de masters que je détaillerai plus tard, qui vous permet de sortir à bac plus 5 et de trouver du boulot ou éventuellement de continuer vers un doctorat pour
sortir avec un diplôme en poche à Bac+8. Alors, ces formations, elles sont bien évidemment différentes. Il y a celles qu'on a à Lille, il y a celles qu'on peut retrouver également à l'étranger ou dans d'autres universités de France, mais votre choix dépendra de votre projet professionnel. Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la vie, à quel niveau de compétences vous voyez, vous vous projetez, mais également de vos capacités. Si vous êtes prêt intellectuellement et physiquement, voire financièrement, à travailler, à aller jusqu'à Bac+5 ou Bac+8, c'est un petit peu à vous de voir. Ce que je trouve intéressant, en tout cas dans l'offre que l'on fait à Lille, c'est que du coup, à fur et à mesure que vous progressez, vous pourrez éventuellement vous dire pour finir, ce métier à Bac+3, vraiment c'est génial, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, j'ai peut-être pas besoin d'aller à Bac+5, ou je reverrai plus tard. Alors, je vais rapidement commencer sur la première année pour indiquer des choses que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur les plaquettes. On en a parlé sur la conférence sur le portail SVTE. Donc il y a trois orientations, une plutôt SV vers les sciences de la vie, une plutôt SVT pour les métiers de l'enseignement, si vous voulez être enseignant de SVT en lycée ou si vous voulez être enseignant en école primaire, professeur des écoles. Et puis il y a ceux qui vont vers les ST. Le petit point que je voudrais signaler ici, c'est que Sciences de la Terre, même si vous collectionnez les fossiles depuis que vous êtes tout petit, ou si vous êtes un fan de gémologie, etc., c'est pas que ça. Il y a aussi des maths, il y a aussi de la physique, il y a aussi de la chimie. Il y a des choses qui sont scientifiques. C'est pas le métier en sciences de la Terre, c'est pas collectionneur. Ce sont des métiers scientifiques. Donc il faut que vous ayez ça en tête. Les étudiants qui viennent nous voir et qui pensent que simplement parce qu'ils sont champions du monde des fossiles du Cap Blanc-Nez, ça leur suffira pour avoir leur année. Malheureusement, c'est pas suffisant. Il faut vraiment travailler ces disciplines scientifiques qui sont à côté. Et puis après, il y a d'autres choses autour avec les outils en mathématiques, le projet de l'étudiant, etc. En deuxième semestre, ça se précise un petit peu plus. Vous allez faire un peu plus de sciences de la Terre et ça permettra d'être peut-être un peu plus content. Vous ferez un peu de sédimentologie, ça avançait. Et puis, systématiquement des langues. Donc ça, c'est pour la première année, mais vous pourrez retrouver ça sur la plaquette en la téléchargeant sur le site, mais c'est important d'avoir en tête que ce sont des sciences, et quand on parlait tout à l'heure de géophysique et de géochimie, il faut de la physique et de la chimie. Alors la science de la Terre, la licence sciences de la Terre, elle s'appelle licence ST, donc j'ai mis une petite photo de la plaquette. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est d'offrir une formation solide en sciences de la Terre. Une formation solide, ça veut dire une formation initiale, c'est-à-dire que vous êtes proto-géologue, si on peut dire, au bout de Bac+3, au bout de ces 3 années, mais vous en connaissez suffisamment dans les grandes branches des sciences de la Terre. Vous en connaissez suffisamment en sédimentologie, en tectonique, en géotechnique, en chimie de l'eau, en sol, etc. Vous avez une espèce de vision panoramique de base de toutes ces disciplines. Alors, à quoi ça sert de savoir plein de choses comme ça ? Eh bien, ça vous sert éventuellement ça vous sert à choisir un master plus spécialisé, parce qu'on ne peut pas, quand on commence à se spécialiser, il faut qu'on passe, si vous voulez être vulcanologue, il faut que ce soit 100% de votre année concentré sur ce genre de sujet. Donc ça vous permet après d'aller d'essaimer dans les autres masters. Alors, il y a des masters à Lille, je les présenterai très rapidement après, mais il y a des masters aussi dans d'autres universités françaises ou à l'étranger. Et puis, au cours de cette licence, en fin de deuxième année, vous pouvez vous dire « Ah, moi, j'aimerais aussi aller vers une licence professionnelle ». Cette licence professionnelle, dont je parle encore une fois après, eh bien, c'est quelque chose en 1 an qui clôture le cycle de licence. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui se passe en licence sciences de la Terre ici à Lille. En parallèle, je rappelle, mais je ne sais pas d'ailleurs s'il y a une conférence sur les métiers de l'enseignement, mais j'imagine que oui. En tout cas, vous verrez sur le fil de l'agenda que vous pouvez prendre rendez-vous avec des enseignants qui sont spécialisés dans les métiers de l'enseignement, justement. Donc la licence SVT, qui était accessible par le portail, vous permet d'être professeur des écoles après une licence Focus, professeur de SVT en collège ou en lycée après le CAPES, ou préparer la GREG. Donc voilà, ce sont des choses qu'on fait aussi en sciences de la Terre, en harmonie avec nos collègues de biologie. Alors, venons au DUST. Le DUST, en fait, c'est une formation à Bac+2
qui est technique, qui a pour objectif de former des gens, des techniciens dans certains domaines. Et en sciences de la Terre, on a 2 DUST, un qui s'appelle Environnement et déchets, qui est accessible à l'alternance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous pouvez être embauché par une société, et puis passer la moitié du temps dans cette société et la moitié du temps en alternance chez nous pour apprendre. Donc ça, c'est très clairement tourné vers le métier de l'environnement et vers le métier des déchets. Et donc, nos étudiants trouvent assez facilement du boulot dans les bureaux d'études, dans les collectivités locales, dans les sociétés qui tournent autour de ces domaines-là. C'est plus tout à fait la géologie telle que peut-être vous l'entendiez, mais on est quand même dans les sciences de la Terre, et en particulier dans l'environnement. Alors l'autre DUST qui est porté par les sciences de la Terre, qui s'appelle le DUST Guide Nature Multilingue, en fait, ce n'est pas seulement des sciences de la Terre, bien entendu, ce sont des sciences de la Terre, mais également de la biologie, mais c'est multilingue, c'est-à-dire que l'idée, c'est de préparer des gens qui seront capables, des professionnels qui seront capables d'expliquer, d'être guide, par exemple, dans un parc, accueillant un public francophone, mais également anglophone, néerlandophone, et éventuellement en plus hispanophone. Donc là, au cours de cette année, de l'année et demie que dure cette formation de DUST, il y a du renforcement dans les disciplines de langue, mais également des précisions sur comment lit-on un paysage, qu'est-ce que dans un paysage on voit du point de vue de la géologie, du point de vue de la biologie, du point de vue de l'environnement, de l'écologie, etc. Donc c'est ce DUST. Alors la licence professionnelle, j'en ai parlé tout à l'heure, donc elle s'appelle Géosol, gestion des eaux, ou de l'eau, des sols et des sous-sols. L'idée de cette licence, qui est également ouverte à l'alternance, c'est de préparer des étudiants à devenir techniciens supérieurs dans des entreprises, dans des collectivités locales également. Et ça tourne beaucoup autour de l'eau, la gestion des bassins versants, les problèmes d'érosion des sols, les problèmes d'assainissement, ce qui est autour un peu la géotechnique, les choses comme ça. Et puis potentiellement dans l'industrie extractive, c'est-à-dire dans les carrières de minéraux, de matériaux ou de remblais. Cette année, plus de la moitié de la promotion est constituée d'étudiants qui sont en alternance. Et c'est très valorisant pour les étudiants qui viennent parce qu'ils ont avec eux des professionnels. Quelqu'un qui est en alternance, c'est un professionnel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est déjà dans le monde du travail, au contact d'étudiants qui sont peut-être en formation initiale. Donc c'est enrichissant pour toute la promotion et c'est enrichissant aussi pour les enseignants qui, du coup, peuvent asseoir leurs enseignements sur du vécu de certains étudiants. Alors, les masters, ce n'est pas forcément l'objectif de cette journée, mais quelque part, c'est intéressant aussi pour vous d'avoir, et peut-être que vous avez déjà l'envie d'aller très loin, donc c'est intéressant de savoir qu'on peut faire des études longues, c'est intéressant, ça permet par exemple pour les masters de s'insérer dans le monde professionnel à un niveau ingénieur. En l'occurrence ici, on parle du master 3G qui s'appelle Géolin, Géologie de l'ingénieur. Ça ne vous donne pas le diplôme d'ingénieur au sens strict, bien entendu, mais ça vous permet de travailler à des postes de responsabilité qui sont des postes de responsabilité d'ingénieur. Et donc, cette formation est également accessible en alternance, en cette année aussi. Ce n'est pas encore la moitié de la promotion, mais c'est un chiffre qui monte. C'est-à-dire qu'on a, je ne sais pas si c'est 4 ou 5 étudiants qui sont en entreprise à la moitié du temps, et l'autre moitié du temps qui sont chez nous dans nos locaux. Alors, vous voyez que déjà, quand on arrive au master, c'est spécialisé. Et le master Géolin qui est ici est spécialisé sur les géoressources, par exemple les granulats, les ressources minérales, les choses comme ça. Les géorisques, les risques liés à des éboulements de terrain, des affaissements miniers, la présence de carrières souterraines, des choses comme ça. Et la géotechnique, c'est-à-dire que faut-il savoir avant d'installer une école maternelle sur un terrain qui auparavant était occupé par exemple par une entreprise de textile. Voilà. C'est ce genre de questions qui sont posées à ces étudiants-là et qui deviennent après des professionnels dans des bureaux d'études en environnement, en génie civil, dans l'industrie et dans l'eau.
Il existe également un deuxième master, Sciences de la Terre, des planètes et de l'environnement, qui a pour objectif, qui est professionnalisant, mais qui également permet, et c'est surtout, à vrai dire, le devenir de ces étudiants, c'est d'aller vers éventuellement des doctorats, donc orientés dans les domaines des bassins sédimentaires ou de la paléontologie. Il y a même une version internationale de ce master de paléontologie. Voilà. Alors, que faut-il retenir de mon... Je suis allé beaucoup trop vite, on m'a dit qu'il fallait que je tienne une demi-heure, c'est pas grave, ça sera un peu moins, tant mieux pour vous. Puis il y aura peut-être des questions, puis on verra. Alors, qu'est-ce que je voulais que vous reteniez comme message? C'est qu'en sciences de la Terre, il y a, en tout cas au niveau de l'université, on offre plusieurs niveaux de formation. Vous voyez que vous pouvez sortir à Bac+2 avec un métier dans le domaine des sciences de la Terre, mais vous pouvez aussi très bien, selon votre projet professionnel, aller jusqu'à un niveau à Bac+3 avec une licence professionnelle et trouver un métier dans les sciences de la Terre. Vous pouvez aussi, si ça vous intéresse, faire 2 années de plus, aller sur un master, et, par exemple Géolin, et puis trouver du boulot dans la région ou en dehors. Et puis, pour ceux qui sont vraiment des passionnés de recherche, vous pouvez également avoir envie de faire un doctorat et d'aller vers un Bac+8 pour travailler soit dans des entreprises, soit dans la recherche. On n'a peut-être pas toujours conscience que la recherche, elle n'est pas faite que dans les universités. Chez Total, pour citer un employeur de sciences de la Terre, ils ont beaucoup de chercheurs qui ont... Enfin, tous les chercheurs ont des doctorats. La grande majorité des chercheurs chez eux ont des doctorats. Ce qu'on peut retenir également, c'est que l'enseignement qui est fait ici sur l'île est fait en général, le plus souvent, et en particulier en sciences de la Terre, par des petits groupes. On n'a pas des grosses promotions. Il ne faut pas que vous craigniez de vous retrouver au milieu de 100 étudiants en première année. Non, on a 50, 60 étudiants en première année, c'est-à-dire que c'est des petits groupes, et puis après en TP et en TD, on est ce petit groupe de 50 lui-même est encore divisé en plus petits groupes, donc ça permet un contact plus facile entre l'enseignant et les étudiants. Et puis il y a du terrain. Alors en première année, les étudiants, ils ont une seule envie, c'est d'aller dehors, d'aller voir à quoi ressemblent vraiment les cailloux, et qu'est-ce qu'un affleurement, donc un endroit où on voit de la roche, peut leur apprendre. Alors ils n'en font pas assez en première année, mais après en deuxième année, on muscle un petit peu cette partie-là, et puis en troisième année, on en fait encore plus. On part une dizaine de jours dans des contrées françaises, mais lointaines. Donc voilà, il y a aussi du terrain, et c'est sympa, c'est aussi un moment où on apprend beaucoup de choses. J'ai essayé de vous montrer aussi qu'il y a des métiers qui sont à la fois utiles et diversifiés. J'ai parlé tout à l'heure de l'exemple tout autour de la géotechnique sur comment passer d'une friche industrielle à un immeuble de 50 étages. Bon, voilà, les sciences de la Terre sont à l'évidence utiles dans ces domaines-là, mais il y a également plein d'autres choses. On peut citer je sais pas, la mise en place d'éoliennes en mer. Voilà, que faut-il connaître sur le substratum avant de les implanter? Donc il y a tout un tas de métiers possibles. La responsabilité, le travail qui sera fait par les gens qui ont un diplôme en sciences de la Terre, le niveau de responsabilité qu'ils auront va dépendre beaucoup de la durée de leur étude, et puis après de leurs études, et puis après de leur progression de leur carrière, et puis des domaines. Alors, il faut signaler également qu'à Lille, les formations sont adossées à des laboratoires de recherche reconnus. On ne va pas se jeter des fleurs, mais bon, voilà, qui font de la recherche de haute qualité. Et donc ça aussi, ça assure une certaine qualité de l'enseignement. Je n'aime pas trop me lancer des fleurs en l'occurrence, mais bon, voilà, il faut quand même le signaler qu'il y a quand même des laboratoires qui sont associés au CNRS, à l'IRD aussi également. Dans les formations les plus professionnalisantes que j'ai citées tout à l'heure, il y a beaucoup de professionnels, c'est-à-dire que ce ne sont pas que des enseignants-chercheurs, comme la majorité des intervenants de ces conférences. On est enseignants et chercheurs en même temps, mais parfois, et en particulier pour des questions précises, on fait intervenir des professionnels, c'est-à-dire on est des professionnels aussi, mais des professionnels de la géotechnique, des professionnels du sol pollué, des professionnels de l'eau, des professionnels du traitement de l'eau, etc. Donc on fait intervenir entre 80 et 100 vacataires par an pour l'ensemble de nos formations, bien sûr. C'est pas un étudiant qui va avoir entre 80 et 100 personnes par an différentes. Mais voilà, donc pour aller au plus précis, et puis ces gens, comme ils sont, ces personnes-là, ces vacataires, comme ils sont sur le terrain, ils peuvent donner l'actualité de la pratique.
Et puis, il y a de nombreuses formations qui sont ouvertes à l'alternance. Alors, l'alternance, ça peut être en formation initiale, c'est-à-dire que vous êtes jeune étudiant, vous venez d'avoir le bac, enfin un peu plus tard, et puis vous arrivez à passer un contrat avec une entreprise et l'université pour être en formation initiale, mais aussi vous pouvez revenir, c'est-à-dire que vous êtes dans une entreprise, vous vous êtes arrêté à Bac plus 3 et puis vous dites « Ah, mais cette formation à Bac plus 5, elle m'intéresse, elle me permettra de devenir chef à la place du chef, et donc je vais la suivre. » Donc on peut aussi faire des formations à l'alternance en reprise d'études. Donc ça c'est intéressant aussi, si à Lille on vous offre le métier qui vous intéresse. Eh bien, écoutez, maintenant, je reste ouvert à vos questions. Je signale sur cette dernière diapo que vous avez plusieurs moyens de poser vos questions. Bien sûr, il y a les rendez-vous live qui sont en cours là, dans cette journée porte ouverte. Donc, si vous êtes en train de me voir, c'est que vous êtes sur la plateforme Imagina. Donc, vous avez vu qu'il y a ce rendez-vous live. Donc, en cliquant dessus, en tapant le mot-clé Terre déjà, ou en faisant une petite recherche, vous allez tomber assez facilement sur certains de mes collègues qui sont également actuellement à l'écran. C'était la version d'hier soir, donc ça a peut-être un petit peu changé, mais c'est un peu ça l'idée. En tout cas, voilà les personnes. Je vois qu'il manque Jean-Yves Reynaud, tiens, en l'occurrence, dans la liste. Mais bon, si vous tapez Terre, vous allez tomber dessus. Et puis sinon, vous pourrez retrouver aussi, si vous n'avez pas réussi à trouver les plaquettes ou si vous avez envie de les rechercher à l'occasion, vous pouvez aller sur le site de l'Université de Lille, Faculté des Sciences et Technologies, département des Sciences de la Terre, et vous pourrez à nouveau télécharger des plaquettes ou envoyer des messages pour avoir des questions. On est à votre écoute pour y répondre. Voilà, je ne vais pas laisser cette diapo, je l'avais mise pour vous montrer un peu l'étendue des domaines dans lesquels, c'est en anglais, hein, mais l'étendue des domaines dans lesquels les géosciences peuvent agir pour le futur. Voilà, je vous remercie et puis je suis à l'écoute d'éventuelles questions en live. Merci. Merci Alain pour votre présentation. Est-ce que vous pouvez nous spécifier les options qu'il faut prendre en terminale pour suivre une formation en sciences de la Terre ? Alors, l'idéal, c'est de prendre sciences de la vie et de la Terre, physique-chimie en majeur, et éventuellement en complément les mathématiques. Mais c'est vrai qu'on a besoin quand même... on a besoin de maths, on a besoin de physique, on a besoin de chimie, et d'avoir un bagage en SVT, ça peut être utile. Alors c'est vrai que si on n'a pas de SVT, comme disait tout à l'heure M. Tribovillard, on peut refaire une remise à zéro, mais c'est vrai, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faudra justifier de très très bonnes notes dans les autres disciplines pour pouvoir espérer combler le retard qu'on pourrait avoir. Est-ce qu'un bac non scientifique permet d'entrer en licence SVT ? Alors ça, c'est pas la meilleure manière d'y entrer, à vrai dire. Clairement, j'ai essayé de le montrer, hein, ce sont des métiers scientifiques, c'est-à-dire qu'il faut avoir une base scientifique, un fond de connaissances scientifiques pour faire des sciences. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il y a en effet pour ça, il y a la licence aménagée, il y a la licence en 2 ans, il y a des dispositifs d'aide pour permettre à des gens qui n'auraient pas fait des sciences et qui d'un seul coup découvrent que les sciences, c'est leur domaine. Mais c'est vrai que c'est plus difficile et à l'usage, on se rend compte qu'il y a malheureusement assez peu d'étudiants qui sont dans ces situations-là, qui finissent par réussir et nous suivent longtemps. Donc c'est un peu dommage, mais voilà. C'est possible, mais c'est difficile. Merci pour ces précisions. Existe-t-il des formations en matière de biologie de l'environnement, bioremédiation, utilisation des plantes pour détoxifier, puits de carbone ? Oui, alors c'est pas quelque chose qu'on fait en sciences de la Terre, mais je pense que c'est une question. C'est vrai que l'environnement, j'ai mis environnement, on en trouve dans toutes les disciplines. Bien sûr, il y a de l'environnement dans la physique, il y a l'environnement, celui qui travaille sur la qualité de l'air, il y a l'environnement sur la chimie, il y a l'environnement en biologie. Là, c'est peut-être plus de la biologie. Et c'est vrai que quand on parle de la remédiation, la phytoremédiation, c'est-à-dire la remédiation par les plantes dans le sol, on est à la limite. Est-ce qu'il vaut mieux être biologiste qui travaille dans le sol, ou est-ce qu'il vaut mieux être quelqu'un qui connaît les sols très bien et qui va regarder la plante ? Il y a souvent du travail en interaction entre des purs biologistes qui vont travailler sur ça et des
purs pédologues, c'est-à-dire les gens qui travaillent sur le sol, qui vont travailler ensemble. Mais sur l'île, en tout cas, ce n'est pas en première année qu'on trouvera une formation aussi pointue que ça c'est certain. Pour rebondir sur ce que vous venez de nous présenter, l'Université de Lille permet-elle de faire tous les métiers de la géologie? Alors non. La licence, elle est générale, c'est-à-dire qu'elle vous prépare, et elle vous prépare bien en général, à aller vers des masters. Mais c'est vrai que, si prenons l'exemple des volcans, j'ai pas de honte à dire qu'à Clermont-Ferrand, par exemple, ils préparent des vulcanologues bien mieux que nous, on pourrait le faire. Ce serait, si on veut être vulcanologue, ça veut dire qu'on veut aller sur les volcans, on veut travailler sur ces questions-là, sur les problèmes des risques, sur les problèmes de la compréhension de leurs mécanismes. C'est pas ici qu'on va trouver ça, parce que notre adossement, notre recherche n'est pas tournée vers les domaines des volcans. Donc effectivement, il vaudra mieux aller dans les universités qui sont plus spécialisées. Si on veut faire de la géologie marine, on peut en faire ici à Lille, mais on peut en faire peut-être mieux dans d'autres endroits. Donc en fait, notre licence prépare à aller dans ces différents masters. Et le retour qu'on a de nos collègues des autres universités ou des étudiants après coup sont des retours qui sont plutôt positifs. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les étudiants, quand ils sont bons, aussi, c'est vrai que si c'est le dernier de la promo qui part, il ne va pas forcément très bien réussir, mais quand ils sont bons, quand ils ont leur projet bien clair, eh ben, ils vont partir à Montpellier. C'est vrai, à Montpellier, à Bordeaux, à Paris, ou rester à Lille, parce que quand c'est leur discipline qui les intéresse. Mais moi, je me rappelle, c'est toujours un petit peu frustrant. On a eu un moment un étudiant qui était brillantissime, il a eu 18 tout le temps pendant sa licence, en master, c'était excellent. Ben, il est parti faire un master en deuxième année ailleurs, à Montpellier en l'occurrence, parce qu'il voulait être hydrogéologue, et c'est pas quelque chose qu'on fait suffisamment bien ici, en tout cas. Donc il est parti là-bas, et ils étaient hyper contents de lui. Ils voulaient le garder en recherche, mais bon, lui, il voulait pas faire ça. Donc oui, nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous former à la base avec une bonne licence, et après, selon votre choix, et puis vous allez découvrir que les sciences de la Terre, il y a plein de choses, vous choisirez le meilleur endroit. Dans votre présentation, vous avez évoqué les différentes formations, donc les masters, les licences et les DUST en premier niveau. Pour vous, quelle formation correspond à quel profil? Pourquoi partir en DUST ou pourquoi partir en licence? Alors, c'est vrai. Alors, le DUST, en fait, la licence normale, c'est l'entrée. En fait, on rentre en licence via le portail SVT. Mais le DUST, c'est quelque chose qui commence au deuxième semestre. C'est-à-dire que ça commence en janvier. Donc forcément, quand vous sortez du bac, vous n'avez pas envie de faire 3 mois ou 4 mois à rien avant de rentrer en janvier. Le DUST, en fait, a été prévu au départ pour récupérer, c'est peut-être un mot un peu péjoratif, mais récupérer des étudiants qui ne se sentaient pas à leur place dans la licence, qui avaient peut-être des difficultés à suivre et qui se disent « Ok, j'aime bien les métiers scientifiques, j'aime bien les métiers sciences de la Terre ou l'environnement, mais je ne me sens pas de faire des études encore pendant 3-4 ans. À Bac+2, je pense que s'il y a un DUST qui m'intéresse, je vais trouver du boulot et je préfère faire ça. » Donc en fait, le DUST, c'était prévu au départ vraiment pour permettre à les étudiants qui ne sont pas forcément des champions du monde de la science, mais encore une fois, c'est pas péjoratif, mais et puis qui réfléchissent un peu à leur avenir, et qui se disent « Ah bah oui, moi je vois ce métier-là, ça peut m'intéresser, je vais faire ça et je vais faire un Bac+2. » On a des fois des étudiants qui font un DUST et puis qui après partent dans le monde du travail, mais il y en a aussi des fois qui se disent pour finir, j'ai fait le DUST, mais je me dis peut-être que j'irai un peu plus loin, peut-être que j'ai envie de faire une licence professionnelle. Ça change, alors bien sûr une licence professionnelle, ça peut être ici, mais ça peut être aussi dans une autre université. Ça permet de compléter sa formation, ça permet éventuellement d'espérer entrer dans une entreprise avec un poste de responsabilité un peu plus important. C'est-à-dire qu'en fait, vous resterez au bureau plutôt que d'aller dehors. Bon, ça, après, c'est chacun son travail. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on définit dès le départ en général. On ne va pas en DUST. C'est rare, mais ça arrive de plus en plus parce que comme le DUST, par exemple, le DUST ED place très très bien ses étudiants, les étudiants le savent. Et donc, parfois, il y a des gens qui sont au bac et qui se disent j'ai vu la plaquette du DUST, ça m'intéresse, c'est le métier que je veux faire. Eh ben oui, mais il faut commencer par une licence normale, faire comme si on ratait, mais il ne faut pas rater, il faut travailler comme il faut, et puis demander une bascule en DUST pour le deuxième semestre. Vous évoquez l'insertion professionnelle donc des étudiants, que ce soit dans les DUST ou dans les licences pro. Est-ce que vous pouvez nous parler du taux d'insertion de vos étudiants et est-ce qu'il est facile de trouver un emploi dans les sciences de la Terre ?
Alors, c'est une question qui est compliquée, parce que si vous êtes vraiment très exigeant par rapport au métier que vous voulez faire, admettons que vous voulez être spécialiste de la dent droite, des mâchoires inférieures, des T-Rex ou des sabres, ou des lions à dents de sabre, c'est clair que ça va être difficile. C'est comme les biologistes enfin les gens qui veulent faire de la biologie en disant moi je veux travailler sur les baleines. Bien sûr, c'est super, on peut avoir cette idée-là depuis qu'on est petit, mais c'est évident que si on est trop restrictif de ce point de vue-là, c'est un petit peu mal parti. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Il y a des gens qui sont spécialistes, qui sont paléontologues, qui sont vulcanologues, et qui étaient déjà vulcanologues dans leur tête à 4 ans, ou paléontologues à 4 ans. Donc ça arrive, ces histoires. Mais c'est quand même pas pour beaucoup de monde. Alors, nos formations, en particulier, si on prend la licence pro, ont des taux de placement dès la sortie qui sont de l'ordre de 80%. C'est-à-dire que 80% des étudiants jeunes diplômés de la licence professionnelle trouvent tout de suite du travail. Parfois, il faut 1 an pour les autres. Mais globalement, le taux d'insertion est très bon. En master Géolin, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est 100%, c'est-à-dire qu'à la sortie, ils ont quasiment tous un CDI. Donc c'est vrai que les taux sont quand même bons, les taux de placement sont quand même bons. Plus difficile dans les masters qui sont plus orientés recherche, clairement, mais globalement, les taux d'insertion sont bons. Moi, je n'ai pas les chiffres, je ne voudrais pas dire complètement de bêtises en disant des chiffres précis, enfin plus précis que ceux que j'ai donnés, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Par rapport au monde de l'entreprise, donc les formations qui sont professionnelles permettent d'entrer entre guillemets dans la vie active via les stages en entreprise. Pour une licence générale, je suppose qu'il y a aussi des périodes de stage. Vous pouvez nous expliquer en dehors des camps de terrain ce qu'il est proposé, ou si les camps de terrain rentrent dans cette période de stage? Alors non, les camps de terrain, c'est quelque chose qui est encadré par les enseignants. Donc là, on leur apprend le métier de géologue, on leur apprend comment reconnaître une roche, comment préparer une coupe, etc. Donc ça, c'est tutoré, mais en permanence. Puis après, il y a du travail personnel. Mais non, en licence, on a un stage obligatoire au minimum de 2 mois. Soit en laboratoire, soit en entreprise. Les étudiants qui se destinent à aller vers des métiers plus appliqués ou aller vers un master professionnel vont aller plutôt vont chercher dans les entreprises du secteur d'activité et dans la région la plupart du temps. Les stages durent 2 mois au minimum. Parfois, ça peut durer 4 mois parce que les entreprises préfèrent avoir un étudiant pendant 4 mois. Et l'étudiant aussi, pour lui, c'est super bien sur son CV. Non, c'est obligatoire. Et c'est à part, et ça représente une bonne partie de la note de la 3e année. Voilà. Concernant vos effectifs en sciences de la Terre, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser des dossiers de candidats? Alors, ça nous arrive très peu en licence. Ça nous arrive un peu pour les candidatures à l'international. On a beaucoup de dossiers qui arrivent à l'international avec des fois des niveaux qui ne sont pas adaptés au diplôme demandé par les étudiants. Donc parfois, les étudiants qui ont un niveau trop insuffisant à notre avis, pour entrer dans telle ou telle formation, on les refuse, ou alors on leur demande d'aller dans la formation 1 année plus tôt ou dans une autre formation. Mais globalement, on refuse peu de monde. Après, au niveau master, oui, là, on est plus sélectif. En master, et même en licence professionnelle, déjà, la promotion qui doit être cette année de 16 personnes, globalement, il y a une candidature, il y a une centaine de dossiers. Il y a le double de l'effectif de la promotion qui est en entretien. Et après, on sélectionne, on conserve à peu près 16 étudiants. Et c'est pareil en master Géolin, il y a une centaine, entre 80 et 100 dossiers. On en sélectionne le double de notre capacité d'accueil. On fait un échange par visio ou en direct. Et puis après, on n'en garde que la moitié. Donc il y a quand même une sélection. Mais en première année, il n'y a pas de sélection. Deuxième année, il n'y a pas de sélection quasiment. Voilà. Mais quand vous dites pas de sélection, c'est qu'il n'y a pas de critères de sélection pour l'entrée en licence? Vous acceptez tous les profils? Alors en première année, on accepte les gens qui ont pu rentrer par le portail SVT, c'est-à-dire qu'on attend quand même que ces personnes-là aient un bac scientifique et si possible suivi les options SVT, maths et physique et chimie, avec éventuellement des maths à côté. Donc on attend quand même ça. Quelqu'un qui viendrait d'un bac professionnel en métier enfin je sais pas, je connais pas très bien les noms, mais bon, ou dans un bac qui est pas adapté à ça, non, on les prendrait pas quand même. Il y a quand même cette sélection à l'entrée de première année.
Et un étudiant de deuxième année qui choisit de faire une licence sciences de la Terre, il se rend compte que tout compte fait, il veut faire la licence SVT pour l'enseignement ou partir en sciences de la vie. Est-ce que c'est possible? Quelqu'un en fin de deuxième année ou en fin de première année? En fin de première année, c'est assez facile, hein, puisqu'on est dans un portail, et donc ça veut dire qu'on peut, à tout moment, soit à la fin du premier semestre, soit à la fin de l'année, on peut se réorienter. À la fin de la deuxième année, c'est toujours possible, mais il faut voir que la deuxième année, c'est quand même essentiellement des sciences de la Terre. Donc ça veut dire que cette personne-là, on lui demandera peut-être de revenir en deuxième année de sciences de la vie et de la Terre, par exemple. C'est peu probable qu'on l'autorise à rentrer directement en troisième année, parce que vraiment, pendant que lui faisait beaucoup de sciences de la Terre, ses collègues faisaient beaucoup de sciences de la vie, donc il va se retrouver perdu. Alors c'est toujours plus facile, les réorientations, quand les étudiants sont bons, c'est-à-dire que quand ils ont des très bonnes notes, parce qu'on sait qu'ils ont des capacités de travail qui sont importantes, et donc même s'ils ont des petits retards dans certaines disciplines, ils pourront les rattraper en passant dans cette autre filière. Vous avez évoqué le côté international, donc des candidatures que vous recevez. Est-ce que vos formations sont-elles ouvertes vers l'international? Est-ce que vos étudiants partent en mobilité? Oui, alors tous les ans, on a des étudiants, on a actuellement qui sont en Irlande. Donc tous les ans, on a des étudiants en Espagne aussi, d'autres en licence. Tous les ans, on a des étudiants qui effectivement font de la mobilité, ce qu'on appelle la mobilité sortante, c'est-à-dire des étudiants qui commencent en licence première année chez nous, puis en deuxième ou plus souvent en troisième année, partent pour une université qui est partenaire, c'est-à-dire qu'on regarde quand même si le contenu pédagogique correspond à un complément, pour éviter qu'ils fassent des doublons, en fait. Donc ils vont dans des universités qui sont partenaires. Ça arrive pas mal en licence troisième année. En master aussi, en master il y a des gens qui peuvent partir à l'international. En master, en particulier dans les filières paléontologie, on reçoit beaucoup d'étrangers. Il y a même un master Erasmus Mundus, c'est-à-dire qui est nouveau là, depuis cette année, où les étudiants sont quasiment tous étrangers et viennent ici. Donc on récupère la crème des paléontologues d'Europe qui vient, cette crème vient donc ici encore plus professionnaliser leur projet. Et donc, oui, il y a beaucoup de choses qui se font à l'étranger, d'étudiants qui bougent ou d'étudiants qui viennent de l'étranger. Et on reçoit aussi, en sciences de la Terre, on reçoit aussi beaucoup d'étudiants qui viennent des pays francophones, d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest. On a beaucoup d'étudiants qui viennent aussi on doit avoir, je sais pas, 20-25% d'étudiants qui viennent de ces régions du globe. Pour terminer cette conférence, pourquoi dites-vous que les sciences de la Terre s'intéressent à l'environnement? Vous avez évoqué le DUST environnement déchets, mais il y a d'autres formations de votre département qui s'intéressent à cette thématique. Oui, alors tout dépend comment on entend l'environnement. Si on entend l'environnement comme, l'environnement, c'est ce qui nous entoure en fait. Et c'est vrai que ce qui nous entoure, c'est ce qui est visible aux premiers abords. Ça peut être les bâtiments si vous êtes architecte, ça peut être les arbres si vous êtes botaniste, mais c'est aussi l'environnement, c'est aussi le sol, c'est aussi le proche sous-sol. Quand on veut, par exemple, construire une ligne de métro, c'est évident que la ligne de métro, elle va s'insérer dans son environnement, c'est-à-dire qu'elle va être forcément dans une ville, et donc elle va devoir tenir compte de tous les paramètres de l'environnement, les aspects biotiques ou les aspects abiotiques, et dans cela, il y a aussi la Terre. Hein. Et puis on peut dire que c'est vrai que les géologues au sens peut-être premier du terme ont peut-être été vus un moment comme des gens qui continuent d'ailleurs à exploiter la Terre, c'est-à-dire à rechercher des matériaux, rechercher des substances minérales, des substances énergétiques. Si on n'avait pas de pétrole et si on n'avait pas de charbon trouvé par des géologues, on n'aurait pas la civilisation qu'on connaît aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les géologues ne servent pas seulement à aller chercher ces matériaux et ces minerais et ces choses dont on a besoin au jour le jour. Ils sont là aussi pour rendre la nature la plus proche de son état initial après l'exploitation, que ce soit l'exploitation pour aller chercher du sable dans la mer ou du sable dans les rivières. Il faut rendre donc, le géologue est aussi, on va dire le géologue si on peut simplifier, est aussi un acteur de l'environnement qui l'entoure. Voilà. Merci beaucoup Alain Transo. Nous arrivons à la fin de cette conférence. Si vous avez des interrogations sur les sciences de la Terre, vous pouvez prendre rendez-vous en live avec nos enseignants via le module présent sur la plateforme Imagina, nos rendez-vous en live.
Il y a des rendez-vous programmés avec des enseignants des DUST et des licences. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec eux. Ils seront présents demain toute la journée pour répondre à vos questions. Pour conclure, je vous remercie une nouvelle fois Alain Transo. Je remercie également les équipes techniques et les services audiovisuels de l'Université de Lille qui nous permettent aujourd'hui, à travers cette conférence, d'échanger avec vous. Et je vous donne rendez-vous pour une autre conférence. À bientôt.